Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour le troisième objectif du chapitre 1. Quelles sont les sources et les défis de la croissance économique? L'objectif est le suivant. Comprendre comment les institutions, notamment les droits de propriété, influent sur la croissance en affectant l'incitation à investir et innover. Donc ici, deux nouveaux termes, institutions, droits de propriété. Les institutions d'un point de vue économique. C'est l'ensemble des règles, des conventions, des normes de comportement qui structurent les relations entre agents économiques. Ces normes, ces règles peuvent être formelles ou informelles. Le marché est une institution. L'État est une institution. L'ONU est une institution. La justice est une institution, etc. Les droits de propriété désignent le droit que possède chaque personne, qu'elle soit physique, c'est-à-dire un individu, ou morale, c'est-à-dire une entreprise, sur une chose. Ce qu'on appelle une personne morale, c'est une entreprise. Chaque personne est propriétaire, grâce au droit de propriété, d'un bien. Elle peut le céder, c'est-à-dire le vendre, le consommer, l'utiliser, ou en tirer des revenus en le louant, par exemple. Imaginons, moi je suis propriétaire d'un appartement. Je peux le consommer, c'est-à-dire y vivre, je peux le céder, c'est-à-dire le vendre, ou alors je peux essayer d'en tirer des revenus en le mettant en location. Dans ce cas-là, je percevrai un revenu qui s'appelle un loyer. Pour protéger une innovation, une marque, un logo, etc., une entreprise va pouvoir déposer un brevet. Dès lors, une fois que le brevet est déposé, les entreprises n'auront pas le droit de la copier. Si jamais une entreprise en copie une autre, par exemple, Apple a développé un logo, une pomme croquée, ils ont déposé un brevet. Si moi je crée une entreprise, j'utilise ce logo, Apple peut m'attaquer en justice et me demander des dommages et intérêts pour violation de propriété intellectuelle. Les droits de propriété garantissent à l'entreprise qui a innové d'obtenir un monopole temporaire. Un monopole, c'est une situation dans laquelle une seule entreprise va pouvoir vendre un produit. Apple, ils ont créé les AirPods. Lorsqu'ils ont créé les AirPods, ils étaient les seuls à proposer ces AirPods. Pendant un temps, c'est temporaire, Apple a été l'unique fournisseur, l'unique offreur de AirPods. Puis, petit à petit, d'autres entreprises comme Samsung, Huawei, Sony, etc. se sont mis à proposer des produits similaires. Mais pendant un temps, Apple a eu un monopole. C'est extrêmement rentable pour l'entreprise d'obtenir un monopole temporaire. D'abord parce qu'elle est la seule au début à vendre le produit. Et ensuite, comme elle a été la première à proposer ce produit, on la considère, de façon consciente ou non, comme un leader, comme celui qui a proposé la première fois le produit, donc celui qui va peut-être proposer le meilleur produit. Ce qui n'est pas réellement vrai objectivement, mais subjectivement, ça va jouer sur les consommateurs. D'ailleurs, Apple vend plus de AirPods que n'importe quelle autre entreprise vend d'écouteurs du même type. Innover, ça permet donc aux entreprises de réaliser plus de profits, gagner plus d'argent. Mais ça a un coût. Il faut dépenser de l'argent en recherche et développement. L'innovation, elle ne tombe pas du ciel, l'innovation, elle provient d'investissement. Donc c'est un risque que l'entreprise prend. Elle dépense beaucoup d'argent, elle va construire un laboratoire, embaucher des chercheurs, des scientifiques, des ingénieurs, que sais-je, dans l'espoir que plus tard elle ait un retour sur investissement positif, que ce soit rentable. C'est pas tout le temps le cas. L'entreprise prend un risque. S'il n'existe pas de droit de propriété, l'entreprise a deux possibilités. Soit elle essaye d'innover, mais dans ce cas-là, elle va dépenser de l'argent et ensuite elle aura cette innovation. Soit elle peut adopter un comportement attentiste qui serait d'attendre que ce soit l'entreprise concurrente qui innove pour pouvoir lui voler son innovation. S'il n'existe pas de droit de propriété, l'entreprise aurait intérêt, en termes coût-avantage, à attendre que ce soit l'autre entreprise qui innove pour pouvoir bénéficier des mêmes avantages sans supporter les coûts. Problème, si individuellement chaque entreprise aurait intérêt à faire ça, alors aucune entreprise ne va innover. Toute va attendre que le voisin innove, il n'y aura plus d'innovation. C'est pourquoi les droits de propriété stimulent l'innovation. Si les droits de propriété n'existent pas, il n'y aurait pas d'innovation, ou en tout cas énormément moins. Il n'y a pas que les droits de propriété en tant qu'institution qui vont inciter les entreprises à innover. On peut citer par exemple le degré de corruption
des fonctionnaires, c'est-à-dire de la police, de la justice. Si on est dans un pays où la justice est corrompue, moi je suis une entreprise, je dépense de l'argent, je trouve une innovation, je dépose un brevet. Si l'autre entreprise, elle a des liens avec la justice, etc., elle paye des dessous de table, moi, elle vole mon idée. Je lui fais un procès, je pourrais perdre ce procès parce que la justice est corrompue. Donc, lorsqu'il y a une corruption forte de la justice ou de la police, les droits de propriété ne pourront pas totalement être respectés. Et donc, les entreprises seraient moins incitées à innover de peur d'être spoilées, qu'on leur vole leur idée et de ne pas pouvoir bénéficier de justice, c'est-à-dire de toucher des dommages et intérêts. Autre élément, le degré de stabilité politique. Lorsqu'un pays est instable politiquement, lorsqu'un pays peut lorsqu'il est facile d'avoir un coup d'État dans un pays, par exemple lorsque politiquement c'est trop instable, la junte militaire ou des militaires peuvent prendre le pouvoir facilement, les entreprises vont être très réticentes à dépenser de l'argent en R&D pour innover. Pourquoi? Parce qu'elles ne savent pas de quoi demain sera fait. Peut-être que demain, un nouveau militaire, un nouveau général arrivera au pouvoir et dira: moi je confisque cette entreprise. Et dans ce cas-là, l'entreprise a perdu tout ce qu'elle a dépensé. Donc plus les institutions sont fiables, stables et existent durablement, et plus les entreprises vont être incitées à investir pour innover. L'innovation permet d'augmenter la croissance économique. Donc là, pour l'instant, on a expliqué que les institutions permettent d'inciter les entreprises à investir et à innover. Maintenant, on va faire la deuxième partie du raisonnement. L'investissement donne des innovations, les innovations stimulent la croissance. Comment les innovations stimulent la croissance? Deux façons. La première, le lancement d'un nouveau produit crée une nouvelle demande. Et pour répondre à cette demande, l'entreprise va produire une plus grande quantité de ce nouveau produit. Le lancement du smartphone a créé une nouvelle demande et tout le monde a renouvelé son téléphone. Auparavant, tout le monde avait des téléphones à touche, les gens les ont revendus ou les ont jetés pour acheter des smartphones. Lorsqu'Apple crée un iPad, il y a des gens qui vont acheter cet iPad, donc Apple, pour répondre à cette demande, va produire des iPads. Donc elle va augmenter sa production. Deuxième façon de faire, l'innovation, ça peut être aussi un nouveau procédé de fabrication. Et ce nouveau procédé de fabrication va permettre de produire plus efficacement, donc une hausse de la productivité globale des facteurs. L'entreprise va produire davantage en gagnant en efficacité. Dans les deux cas, il y a une hausse de la production, donc une hausse de la croissance. Deuxième partie de l'objectif, savoir que l'innovation s'accompagne d'un processus de destruction créatrice. Que signifie la destruction créatrice? Encore un nouveau mot qu'on va définir ensemble. La destruction créatrice désigne le fait que la création d'une nouvelle innovation va détruire l'ancienne innovation devenue obsolète. Le smartphone a complètement détruit le téléphone portable à touche. Plus personne, à part certaines personnes âgées pour des raisons pratiques, n'utilise de téléphone portable à touche. Tout le monde a un smartphone composé d'un écran, parfois d'un ou deux boutons, qui est tactile. L'ordinateur a remplacé la machine à écrire. Le service de streaming vidéo, comme Netflix, Amazon Prime, etc., a remplacé le DVD. L'enjeu pour les entreprises, c'est donc d'innover, voire de devoir transformer son activité si elle ne veut pas faire faillite. Je vais vous donner deux exemples concrets. Le premier, c'est Kodak. Kodak, c'était un des leaders dans la photographie argentique. La photographie argentique, c'était des appareils photo dans lesquels on mettait des pellicules qu'on devait développer ensuite dans une chambre noire. C'est-à-dire qu'on ne voyait pas ce que la photo donnait, on prenait 20, 25, 30 photos, et après on les développait. Mais peut-être sur les 25 photos, il y en avait 10 ou 15 floues. Bref, c'était pas très pratique. Ensuite, il y a eu une innovation, la photographie numérique. On prend en photo, on voit directement le résultat, on peut choisir de l'imprimer ou non, l'effacer, le stocker sur une carte mémoire, etc. Beaucoup plus pratique. Kodak n'a pas réussi à innover en prenant le virage de la photographie numérique. Il est resté sur la photographie argentique et Kodak, auparavant leader de la photographie argentique, a dû demander la protection contre la faillite aux États-Unis. Deuxième exemple, deux entreprises étaient parmi les leaders dans la location de DVD aux États-Unis, Netflix et Blockbuster. Netflix a réussi à innover en s'adaptant, en proposant du streaming vidéo et est aujourd'hui un des leaders du streaming vidéo. Netflix, auparavant, il faisait de la location de DVD.
Et Blockbuster, son principal concurrent, a complètement coulé, a fait faillite. Il n'existe plus de Blockbuster parce que Blockbuster n'a pas su innover, n'a pas su s'adapter.